La saison a commencé depuis un peu plus de 20 matchs et on vient d'assister à une situation extrêmement rare dans le monde de la NBA. Kemba Walker a été écarté de la rotation des Knicks par Tom Thibodeau. On n'a pas réduit ses minutes, on n'a pas réduit son rôle, on l'a pas fait passer sur le banc, non. On l'a carrément écarté de la rotation. Ça veut dire que le mec ne joue plus du tout en fait. Alors pourquoi est-ce que les Knicks ont pris cette décision ? Moi, je pense personnellement que c'est une grosse erreur de leur part et qu'ils essayent simplement d'utiliser Kemba comme fusible pour expliquer leur mauvais début de saison, mais je vais vous montrer dans cette vidéo que les problèmes des Knicks sont bien plus profonds que ça et que Kemba n'est clairement pas le seul responsable, mais plutôt la partie la plus visible de l'iceberg. Mais pour comprendre la situation dans laquelle se trouvent réellement les Knicks, il faut d'abord comprendre que la franchise est sous une très forte pression de résultats cette année. Et oui, pendant plusieurs longues années, les Knicks étaient un peu une punchline en NBA, souvent pointés du doigt pour leur mauvaise gestion et leur reconstruction qui était décevante année après année. Rendez-vous bien compte, New York, c'est la ville la plus peuplée des États-Unis, c'est une des villes les plus connues de la planète et c'est certainement le plus gros marché de la NBA. Alors, avoir une équipe des Knicks qui n'arrive pas à attirer de superstars et qui a fini pendant 7 longues années entre la 9e et la dernière place de la conférence Est, ça fait tâche. À chaque intersaison, c'était la même chose. Les Knicks étaient mentionnés pour récupérer les plus grosses stars et devaient finalement se contenter de ce qui restait après que les grands noms aient décidé d'aller voir ailleurs. Rappelez-vous la Free Agency de 2019 par exemple. Les Knicks pensaient récupérer Zion à la draft et signer Kevin Durant et Kyrie Irving. Ils pensaient même pouvoir monter un trade pour récupérer Anthony Davis en prime. Finalement, les Lakers ont fait un trade pour Anthony Davis, les Pelicans ont eu le premier choix de la draft et Kyrie et KD ont fait l'affront de signer à New York, mais chez le voisin des Nets. Et tout le monde se marrait plutôt bien quand on est passé des signatures potentielles des gars que je viens de mentionner aux signatures de Julius Randle, Taj Gibson, Reggie Bullock ou encore Wayne Ellington. On s'est tous dit, haha, allez, encore une bonne blague des Knicks qui vont encore rester un moment dans les bas-fonds de la NBA. Et ben non, pas tant que ça en fait. Seulement une saison plus tard et après l'arrivée de coach Thibodeau à la tête de l'équipe, les Knicks ont retrouvé une identité de jeu, de la hype, de la défense et surtout une première qualification en play-off depuis 7 ans avec même l'avantage du terrain en prime puisqu'ils ont terminé à la 4e place de la saison dernière. Ils se sont fait éliminer au premier tour contre les Hawks parce que, bien que très bon en défense, ça manquait quand même un peu de talent en attaque. Et c'est ce qui nous emmène au sujet de la vidéo du jour. Cet été, les Knicks ne pouvaient pas se permettre de rester les bras croisés. Ils se devaient de renforcer leur équipe pour confirmer leur retour au premier plan. Et pour épauler Julius Randle et Derrick Rose au scoring, ils ont décidé d'engager un tout nouveau backcourt composé de Kemba Walker et Evan Fournier. Et sur papier, ça semblait plutôt être des bons moves. C'est deux joueurs offensifs qui peuvent se créer leur propre shoot et qui sont plutôt des bons scoreurs. Et même si on se doutait que ça allait être un peu compliqué en défense, on fermait gentiment les yeux en faisant confiance au spécialiste de la défense qu'est Tom Thibodeau pour se débrouiller avec ce qu'il avait. Sauf que les choses ne se passent pas du tout comme prévu et les Knicks ont régressé par rapport à l'année dernière. Et comme ils ont beaucoup de pression et d'ambition pour cette saison, il fallait absolument réagir et tenter quelque chose pour faire changer la situation. Et c'est donc Kemba Walker qui en a fait les frais en se faisant sortir de la rotation. Alors, des mecs qui sont écartés de la rotation, ça arrive hein. Ben Simmons et John Wall sont deux exemples qui sont dans l'actualité en ce moment. Mais là, on parle d'un mec qui était le meneur titulaire d'une équipe playoffable en NBA. On parle d'un mec qui était la recrue phare de l'équipe il y a encore 2 mois. On parle d'un mec qui n'est apparemment pas blessé. On parle d'un mec qui n'a apparemment aucun problème de comportement. Et pour finir, on parle d'un mec qui n'a, à ce qu'on sache, pas demandé son transfert. Alors je vous avoue que j'ai du mal à comprendre cette histoire, du mal à comprendre les décisions des Knicks et surtout du mal à comprendre quelle suite ils espèrent sur ce dossier. C'est Fred Katz qui a sorti des stats avancées sur Twitter pour expliquer les raisons derrière ce choix et c'est vrai que celles-ci sont plutôt accablantes pour Kemba. Les Knicks auraient la meilleure défense de toute la ligue lorsqu'il est sur le banc avec un rating défensif de 99 et ils ont tout simplement la plus mauvaise défense de la ligue lorsqu'il est sur le terrain avec un rating de 116,3. Aïe, et quand on se dit bon ok mais au moins il doit apporter en attaque ce qui fait perdre en défense, et bah c'est raté puisque les Knicks ont la 27e attaque de la ligue lorsqu'il est sur le terrain et la 9e lorsqu'il est sur le banc. Du coup j'ai un peu creusé dans les stats avancées et dans les images des matchs des Knicks pour essayer de mieux comprendre le problème. Et le principal problème de Kemba, comme vous vous en doutez, c'est sa taille. Il ne fait que 1m83 et il a donc souvent un déficit de taille avec les mecs sur qui il doit défendre. Sauf qu'aujourd'hui on dirait que son physique se dégrade et pour un joueur de sa taille, la chute peut être super rapide. On se rappelle du déclin hyper rapide d'Isaiah Thomas qui en 2-3 saisons est passé d'un franchise player All-Star à un joueur de G-League et j'espère vraiment que la carrière de Kemba ne va pas prendre la même direction. Là où ça pose le plus problème, c'est sur les pick and roll et sur les isolations où sa petite taille le fait le plus souffrir. Ici sur le pick and roll entre Ayton et Chris Paul, il se retrouve à devoir défendre sur Ayton, ce qui est juste
pas possible pour lui. Chris Paul envoie la balle en l'air là où seul Ayton peut l'attraper et ça fait 2 points. Pareil ici contre Charlotte, Terry Rozier passe facilement l'écran et drive vers le panier. Il sert Plumlee qui est du coup défendu sous le panier par Kemba et il peut scorer facilement. Exactement pareil ici, c'est Terry Rozier qui prend le pick et qui finit par servir Plumlee, toujours beaucoup trop grand pour Kemba. Maintenant sur le pick and roll, il se retrouve derrière Cole Anthony, mais il n'est plus assez rapide pour le rattraper. Il aurait pu le gêner avec des bras plus longs, mais Anthony a un shoot facile qu'il rate mais peut prendre son propre rebond sur la tête de Kemba. Kemba a aussi du mal à défendre sur les isolations, que ce soit pour tenir en vitesse sur le premier pas de la plupart des meneurs qui sont maintenant plus rapides que lui, comme ici où c'est Terry Rozier qui l'élimine trop facilement avant d'aller finir de manière acrobatique au panier, mais c'est surtout et encore une fois sa taille qui pose problème et qui ne lui permet pas de contester correctement les shoots de ses adversaires. Ici, Devin Booker en tête de raquette se contente de lui pull-up sur la tête, ses bras étant tout simplement trop bas pour le gêner. Pareil ici avec Cole Anthony qui se permet carrément de lui faire un petit hook sur le museau dans la raquette. Mais du coup, là, maintenant, ça fait 4 matchs que Kemba ne joue plus. Donc en toute logique, les Knicks devraient avoir totalement changé de visage pour devenir la meilleure équipe défensive de la ligue, non? Eh bien, pas du tout, non. Les Knicks ont perdu 3 de leurs 4 derniers matchs joués sans Kemba. Et surtout, ils affichent un rating défensif de 116,4. Un petit dixième plus mauvais que quand Kemba était sur le terrain. Et ils ont donc maintenant la plus mauvaise défense de la ligue, malgré le fait que Kemba ne joue plus. Bizarre. Bon, pour être juste avec eux, c'est qu'un échantillon de 4 matchs et ils ont joué contre des très grosses équipes. Mais en fait, ça montre quand même une chose. C'est qu'ils ont fait sauter le fusil Kemba en le pointant du doigt comme étant le seul responsable de la défense décevante de l'équipe. Mais maintenant qu'il n'est plus là, ça va être dur de se cacher et il va falloir se rendre compte que c'est toute l'équipe qui défend mal et que tout le monde doit se reprendre s'ils ne veulent pas tomber en dehors des équipes playoffables. Parce que les principes défensifs de cette équipe ne sont pas du tout au point en fait. Que Kemba soit sur le terrain ou non, quoi qu'ils en pensent. En faisant mes recherches sur Kemba, j'avais vu comme sur cette action qu'il avait tendance à abandonner son joueur dans le corner pour venir en aide sur les drives, ce qui offre beaucoup de shoots ouverts, mais en fait, c'est pas une mauvaise défense de Kemba spécifiquement, parce qu'ensuite j'ai remarqué qu'ils le faisaient tous, et que c'est donc forcément une stratégie volontaire mise en place par Tom Thibodeau. Ici c'est Evan qui vient en aide sur Jokic en laissant Barton tout seul dans le corner. Ici c'est Campazzo qui drive. Randle ferme la raquette en laissant Gordon complètement ouvert dans le corner et Derrick Rose tente une interception inutile au lieu de faire une pré-rotation vers le shooter ouvert. Parce que si la consigne c'est de faire venir l'aide du corner côté ballon, bon, c'est pas terrible je trouve, mais pourquoi pas. Mais dans ce cas, il faut que les autres fassent leur rotation, et ça, c'est jamais le cas. Ici, Noel s'interpose, laisse le corner ouvert et Randle ne bouge pas d'un pouce non plus. Ça peut pas marcher ça. Il y a un autre gros souci assez similaire que j'ai pu remarquer dans la défense des Knicks, c'est qu'ils ont tendance à suraider, ce qui les déséquilibre totalement. Ici, il y a un simple pick and pop. Les mecs ont pas l'air de savoir s'ils doivent switcher ou pas. Robinson switch et reste sur Campazzo, mais Rose continue à le poursuivre également sans se soucier du mec ouvert à 3 points. Ils sont déjà 2 sur lui, mais Fournier vient en aide aussi. Et puis Obi Toppin qui est dans le corner tente une interception. Au final, on a 4 joueurs des Knicks qui défendent sur un drive de Facundo Campazzo et 3 mecs qui sont ouverts à 3 points. Et bah bien sûr ça finit par un tir ouvert pour les Nuggets. Encore un pick and roll de Campazzo, cette fois-ci Noel reste bien devant lui. Pourtant les Knicks font quand même une prise à 3. Je sais pas, on dirait ils pensent que Campazzo c'est LeBron ou Giannis et qu'il va enfoncer tout le monde jusqu'au panier quoi. En tout cas ça permet à Denver d'avoir encore un shoot ouvert. Et puis une dernière, toujours contre Denver, cette fois-ci c'est le terrible Aaron Gordon au poste qui fait trembler toute l'équipe new-yorkaise. Tout le monde laisse son joueur seul à 3 points pour aller faire une prise à 4 sur Gordon. Faut arrêter là, c'est trop. Et forcément en 2 passes, Denver ils ont un shoot ouvert comme à l'entraînement quoi. Donc c'est facile de dire que c'est Kemba le problème, mais en vrai le système défensif mis en place est juste pas bon. Et on en arrive à un des principaux responsables du mauvais début de saison des Knicks selon moi, plus encore que Kemba Walker, je parle bien sûr de Julius Randle. Julius Randle, c'est censé être le franchise player des Knicks, et en ce moment il ne tire pas son équipe vers le haut. L'année dernière, il avait été très impressionnant avec 24,1 points, 10,2 rebonds et 6 passes, le tout en shootant à 45,6% au shoot et 41,1% à 3 points. Cette année, il est en chute libre avec 19,4 points, 10,1 rebonds et 5,1 passes, mais surtout en ne shootant qu'à 32,5% à 3 points. On parlait au début de la vidéo des stats qui étaient sorties en fonction de si Kemba était sur le terrain ou pas, et bien si on se penche sur Randle, c'est tout aussi alarmant en fait. C'est quand Julius Randle, leur franchise player donc, est sur le banc que les Knicks ont le meilleur rating offensif et le meilleur rating défensif. Voilà. Mais l'impression visuelle sur le terrain, elle est cata. Bon bah, comme ses coéquipiers déjà, il a tendance à complètement oublier son défenseur pour aller se balader. Ici, il vient faire une prise à 2 en laissant son joueur, et à aucun moment de l'action, il a un regard pour voir ce qui se passe avec son défenseur. Voilà, ça c'est la distance
qui le sépare de son joueur. Le gars est dans la restricted area pour défendre sur un mec qui shoot à 3 points. Nickel. Ici sur un main à main avec Jokic, Randle trottine sans trop de conviction et au lieu de suivre son joueur dans le main à main, il décide de passer derrière l'écran, entre Jokic et son propre coéquipier, histoire de bien laisser le temps au shooter de prendre la mesure du vent et de scorer. Donc voilà, je sais pas vraiment pourquoi Kemba était sorti complètement de la rotation. Il était clairement en galère en ce début de saison, ça je suis entièrement d'accord, et il fallait un changement dans le 5 de départ pour équilibrer un peu plus la défense. Mais Kemba en vrai, même s'il galère, il réalise la meilleure saison de sa carrière au shoot avec notamment 41,3% à 3 points, donc un rôle de 6ème homme en sortie de banc aurait pour moi été plus adapté pour continuer à bien shooter à 3 points et pour défendre sur des remplaçants moins forts au lieu des titulaires, ce qui aurait limité son impact négatif en défense. Je sais pas trop si on connaît vraiment toute la vérité dans cette histoire et s'il n'y a pas une histoire de blessure chelou que les Knicks essaient de camoufler avant un trade ou s'il n'y a pas des histoires en interne, mais en tout cas, une chose est sûre, même si Kemba était en difficulté, il n'est pas le seul responsable des problèmes des Knicks et tout le monde, en passant de Randle à Thibodeau, doit se réveiller à New York. Et vous alors, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toute cette histoire. Voilà donc pour cette analyse du début de saison des Knicks. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne, c'est la meilleure façon pour me soutenir et pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, les chauffeurs de banc, je vous dis à la prochaine. Ciao.